bonjour et bienvenue sur Médian TV. Ce lundi marque le dernier des 4 jours de trêve dans la guerre qui oppose l'État israélien et les mouvements de la résistance palestinienne. 4 jours de pause durant lesquels les deux parties procèdent à des échanges de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Les belligérants ont tous fait part de leur volonté de poursuivre la trêve au moins d'une journée supplémentaire. Mais à quelles conditions et quels sont les scénarios probables à l'expiration de cette trêve? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Zakaria Abouda, professeur de relations internationales. Bonjour à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bonjour, c'est Omar. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette trêve a une chance d'être prolongée? Je crois qu'il y a quand même quelques lueurs d'espoir pour que la trêve puisse être prolongée peut-être de quelques jours, vu d'abord la pression américaine qui est faite sur le gouvernement de M. Netanyahou, M. Biden en personne, qui s'est exprimé hier en laissant les probabilités d'un tel scénario, puisque la question, comme vous le savez, des échanges des otages ou des prisonniers de guerre, puisqu'il s'agit véritablement d'une guerre, continue. Et donc, c'était à dose homéopathique. Deuxièmement, même sur le plan, je dirais, tactique, sur le plan du redéploiement de l'arsenal de guerre israélien, ça va prendre aussi du temps. Et troisièmement, il faut dire que, à l'exception des autres matériels de guerre, les drones continuaient de sillonner le ciel de Gaza, d'après les experts militaires précisément, mais sans objectif militaire ou sans objectif ciblé à atteindre. Donc on peut dire grosso modo qu'aujourd'hui, la forte probabilité est pour le prolongement ou la prorogation de cette trêve, hélas, qui est d'une durée limitée. Ça va permettre peut-être de réfléchir par la suite sur les conditions de l'instauration d'un cessez-le-feu, puisque la communauté internationale le demande incessamment, mais je reste quand même assez réaliste. Il y a quelques suspicions, mais la tendance aujourd'hui est pour la prolongation de cette trêve, même pour quelques jours, si ce n'est quelques heures. Bien compté. Alors, le gouvernement israélien a fait savoir ce matin qu'ils étaient disposés à ce qu'il y ait une prorogation ou prolongation de cette trêve d'une journée en contrepartie de la libération de 10 otages. Alors, pensez-vous que ce format, ce deal arrange les mouvements de la résistance palestinienne? Je le crois fort bien, puisque déjà, en tout cas de part et d'autre, du côté palestinien, je dirais de façon générale, et notamment du Hamas et de Kataib el-Qassam, on a vécu cela comme étant une victoire, les gens qui jubilaient aussi, parce que c'est vrai, ils ont rencontré les leurs, le drame humanitaire étant tellement fort, donc ce qui fait que ce genre de trêve permet au moins de rétablir un peu l'affect et le lien social et familial entre les membres des familles qui sont dispersées, divisées, etc. Du côté israélien, c'est un peu mitigé, il faut le dire, puisque d'abord, le gouvernement de M. Netanyahou était plus ou moins forcé de le faire, parce qu'au départ, les déclarations n'avaient pas du tout la même tonalité que celle d'aujourd'hui. On voit très bien que M. Netanyahou, le gouvernement de façon générale, est sous pression terrible de la part de la rue. Nous sommes presque au 50e jour de cette guerre, il faut le dire, depuis le 7 octobre. Et donc, on peut dire que, grosso modo, de ce point de vue, chacun des deux partis ou chacune des deux parties va essayer de profiter de cette trêve, d'abord pour se réorganiser et en même temps redéfinir un peu les termes de cet affrontement militaire, ce que nous souhaitons évidemment comme société civile, observateurs, que la trêve puisse durer et que donc au final cette guerre puisse cesser définitivement et engager par la suite des pourparlers entre les deux parties pour sortir de ces situations intenables. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur les scénarios donc, de développement de cette guerre, mais vous l'avez effleuré tout à l'heure en disant que pour le Hamas, ça semble être comme une victoire déjà, mais justement, quand on voit la tournure des événements sur le plan militaire, sur le terrain, finalement, une trêve d'échange de prisonniers, un Israélien contre 3 Palestiniens, malgré le bilan humain qui est extrêmement lourd, près de 15 000 morts, de quel côté voyez-vous quand même sur le plan stratégique pencher la balance de la, je ne dirais pas de la victoire, mais en tout cas la balance
penche de quel côté selon vous, professeur? Déjà, on peut dire, et ça, ce sont les experts militaires qui le disent, qu'Israël a échoué dès le 7 octobre, militairement, tactiquement, puisque d'abord, c'était une surprise stratégique qui n'était pas du tout habituelle, soit du côté de l'armée israélienne, le Tzahal, soit du côté du Mossad, et les autres services. Et même cette offensive, qui a duré quand même plusieurs semaines, n'a pas pu atteindre ses objectifs. Le Hamas est toujours là, il négocie, il est même toute proportion gardée en position de force. On a vu les destructions, on a vu les civils tomber successivement, et hélas, c'est désolant. Mais sur le plan militaire, on peut dire qu'en dépit de la machine de guerre effroyable israélienne et tout le soutien qui a été apporté par les États-Unis en termes de renseignement, etc., n'ont pas pu venir au bout du Hamas qui continue, je l'ai dit, de négocier et peut-être même de décréter ces conditions. Je sais qu'il y a des médiateurs, il y a le Qatar, les États-Unis en particulier, plus l'Égypte, mais si vous voulez, on peut considérer, de ce point de vue, au moins en réunissant un peu les éléments factuels sur le terrain, que Israël, relativement, est perdant dans cette offensive ou contre-offensive militaire qui a été déclenchée au lendemain du 7 octobre. Et par ailleurs, le Hamas, non seulement tactiquement, on peut dire qu'il a su gérer la situation, je le dis évidemment, tout en laissant de côté les pertes humanitaires, encore une fois, effroyables, mais il a gagné la popularité. Le peuple ou les populations dans le monde de façon générale. C'est vrai, c'est la cause palestinienne, il faut le dire. Mais de plus en plus, beaucoup de personnes, organisations, des personnes qui sympathisent avec la cause palestinienne, ne considèrent plus le Hamas comme étant une organisation que je montre guillemets terroriste. Vous voyez, c'est aussi un gain sur le long terme du fait qu'aujourd'hui, la question du Hamas est consubstantielle à la résistance palestinienne et, je ne dirais pas cerise sur le gâteau, mais dernière nouvelle, c'est que même M. Biden, hier, avait parlé de la nécessité d'aboutir à une solution à deux États, ce qui fait que nous sommes dans un moment d'inflexion et que l'action du Hamas, au final, sur le plan politico-diplomatique, a porté ses fruits. Alors, sur le plan politico-diplomatique, mais aussi il y a sur le plan humain, parce qu'on note quand même cette différence de traitement des prisonniers. On est surpris de voir ces otages relâchés par le Hamas qui, en tout cas, sympathisent avec leur gardien, pour ne pas dire leur ravisseur. Et de l'autre côté, des témoignages effroyants quand même, effroyables de la part des traitements donc, de l'armée israélienne pour ce qui est des prisonniers palestiniens. Alors là aussi, quand même, ça mérite certainement un certain regard, professeur. Absolument, c'est aussi une guerre d'image, il faut le dire. Et en même temps, le Hamas soigne bien son image auprès de qui de droit, puisqu'il voudrait évidemment dissiper toute image négative autour de lui. Et donc, c'est un traitement humanitaire. Moi, je crois que le Hamas tente tant bien que mal de respecter les termes du droit international humanitaire. C'est un traitement convenable qui doit être réservé à tous les prisonniers, quand bien même, ou plutôt, notamment, quand ces derniers sont des enfants et des personnes âgées. Et de ce point de vue, les images ont circulé, ont fait le tour de la toile. Évidemment, elles ne sont pas captées avec la même, je dirais, cognition. Parce que parfois, vous le savez, sûrement, il y a ce biais cognitif qui déforme les choses. Mais grosso modo, de ce point de vue, vous avez tellement raison. Sur le plan de la sémiologie politique, sur le plan de la construction de l'image, le Hamas était préparé à ce genre d'action et d'opération. Et cela prouve qu'il a préalablement, à l'offensive du 7 octobre, il faut le dire, bien préparé les scénarios et les ripostes potentielles. Donc, ce qui fait qu'il a gagné de ce point de vue, mais de l'autre côté, les otages ou les prisonniers, ça ne date pas d'aujourd'hui, palestiniens, malheureusement, le traitement qui leur a été réservé n'était pas du tout convenable ni conforme aux conventions internationales relatives, encore une fois, au droit international humanitaire, et cela est au passif de l'État israélien et non pas à son actif. Alors, il faut aussi signaler que l'armée israélienne continue de faire des victimes en Cisjordanie occupée, notamment à Jénine. Là aussi, on a l'impression que ce qui n'est pas
possible ou ce qu'elle n'est pas parvenue à réaliser à la bande de Gaza, c'est comme si une sorte de, comment je vais le dire, on prend sa revanche sur les civils au niveau de la bande de la Cisjordanie. Il y a une sorte de, je dirais, d'abord la surprise stratégique, je l'ai dit tout à l'heure, avait pris de court tous les services israéliens. En même temps, même sur le plan politique, la gestion de la situation par le gouvernement de Netanyahou et ses proches collaborateurs n'est pas du tout facile. Et troisièmement, cela ne date pas d'aujourd'hui. Les incursions israéliennes au niveau de la Cisjordanie, donc on parle de ce territoire-là, laissent derrière elles, ces incursions laissent derrière elles des victimes, parfois des journalistes évidemment, on s'en souvient, et ainsi de suite. Donc ce qui fait que selon Israël, il s'agit en fait d'éliminer les éléments qui ont concouru ou contribué directement ou indirectement à ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais cela ne fait qu'enfoncer le clou, je crois, et cela ne fait que salir et brouiller l'image d'Israël auprès de la société civile internationale. Moi, j'insiste sur ce point, parce qu'il est très important. Partout dans le monde, les manifestations qui se font contre précisément cette contre-offensive qui est disproportionnée, violence inouïe. Oui, Israël a le droit de se défendre, mais conformément à une logique de droit international, bien encadrée, bien ciblée, etc. Mais on ne peut pas, en aucune manière, aujourd'hui, tolérer la continuité ou la continuation de la situation. Et moi, je crois qu'il faut capter un peu ces signaux positifs qui sont émis notamment par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne la création imminente, enfin je l'espère du moins, d'un État palestinien côte à côte. Bon, après, les modalités seront compliquées à négocier, le statut d'Al-Quds, la question de l'armement, etc., etc. Mais on voit déjà se profiler à l'horizon sur le moyen et le long terme des scénarios de ce genre, du fait que si Israël veut vivre en paix, au milieu d'un voisinage qui n'est pas toujours amène, il faudra pousser les choses vers la création et l'établissement définitif d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien. Alors maintenant, est-ce les frontières du 4 juin 67 ou pas? Ce sont les modalités qui vont être convenues par la suite. Alors, revenons-en, je le disais tout à l'heure, à la suite ou au scénario qui se dégage après donc plus de 48 jours de bombardement, il faut le souligner, plus les 4 jours de trêve. Donc, on est au 52e jour. Je rappelle que la guerre de 2014 avait duré exactement 52 jours, donc entre Israël et le Hamas. Alors là, au-delà de la trêve dont on a parlé, selon vous, quels sont les développements probables pour la suite de cette guerre? Bon, déjà le nord de la bande de Gaza est plus ou moins occupé, évacué, certes, toute proportion gardée, puisqu'on a vu même Katsa et Qassam qui ont choisi de livrer les otages, les prisonniers, j'utilise différemment ces deux expressions, au nord de la bande de Gaza. Probablement, il n'y aura pas la même intensité en termes de bombardement et d'action militaire comme auparavant, durant les 50 précédents jours, je crois que ça va être plus ciblé. Je l'ai dit tout à l'heure, puisque le terrain est miné, même pour Israël ou son armée, parce qu'elle progresse, mais elle perd aussi en termes de vies humaines. Et on a vécu une sorte de confusion en termes de nombre de victimes du côté israélien, parce que de l'autre côté palestinien, on donne plus de chiffres, si vous voulez, ou plus de nombre de victimes à la suite de cette contre-offensive. Deuxièmement, est-ce que l'action israélienne après cette trêve, même sur le plan psychologique, va être tenable du côté même israélien et au niveau intérieur, puisqu'il y a encore toujours des détenus. Par conséquent, sur le terrain, on a vu que la démarche de la trêve aboutit à des résultats tangibles sur le plan de l'échange donc des prisonniers. Il y a beaucoup de familles en Israël et ça bouillonne aussi même du côté du Parlement israélien, la Knesset. Ça bouillonne, ça bouge, et du côté également de la rue pour faire pression sur le gouvernement de Netanyahou de continuer sur cette stratégie. Du point de vue même aussi de la communauté internationale, que ce soit les États arabo-musulmans, l'ONU, les autres organisations internationales, on a vu également un changement relatif au niveau du discours, même du côté français. Il y a valu, on l'a dit la semaine dernière, c'est Omar, des critiques de la part de Netanyahou. Moi, je crois qu'on va assister à un changement du mode opératoire dans le traitement sur le terrain
de l'offensive contre-offensive entre Israël et, je dirais, le Hamas. Et ceci dit, peut-être cela nous conduirait vers le scénario d'une sortie probable très prochaine de cet affrontement militaire. Alors, il faut rappeler que jusque-là, du côté des mouvements de la résistance palestinienne, on ne libère que les civils, certains civils. Pour ce qui est des militaires, peut-être la chose sera beaucoup plus compliquée parce que là, la position est claire, c'est libération totale contre libération totale. Autrement dit, libération totale des prisonniers de guerre, hein, on va le dire comme ça, donc détenus par les mouvements de la résistance palestinienne, et libération de tous les Palestiniens détenus par Israël. Pensez-vous que ce deal est probable et acceptable? Alors, on dirait d'abord que la tendance voudrait que l'on dise que oui, dans le sens où, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut imaginer que politiquement, diplomatiquement, le Hamas et la Palestine, de façon générale, ont, toute proportion gardée, gagné cette épreuve redoutable pour pousser la cause palestinienne et la recentrer au cœur de l'agenda international, on pourrait dire que oui, ça va permettre, encore une fois, surtout au Hamas et ses branches, y compris la branche militaire, de négocier bien comme il faut les termes d'une sortie de la crise. De façon générale, quand je dis les termes, c'est même le statut de Gaza, c'est le blocus, c'est beaucoup de choses, c'est la question du retour des réfugiés palestiniens. Il y a énormément de points épineux, si vous voulez, sur cette question-là. Deuxième scénario, si vous voulez, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura probablement le maintien d'une partie des prisonniers, notamment qui ont le statut de combattants militaires, pour coller au terme des conventions de Genève, notamment la 4e convention de Genève de 1949. Je crois également que oui, puisqu'il y a des antécédents. Le Hamas demande la libération totale de tous les prisonniers, pas seulement les prisonniers après le 7 octobre, ce qui sera une question politique très délicate pour le gouvernement actuel de Netanyahou, qui, je le crois, passe, surtout M. Netanyahou, par les jours les plus difficiles de sa carrière politique. Alors, comme on l'a vu, l'Égypte, le Qatar, aussi les États-Unis sont impliqués dans ces pourparlers. Alors, quel poids pour la communauté internationale pour non seulement réussir à renouveler cette trêve, mais surtout aller de façon, on va le dire, convenable pour toutes les parties vers un cessez-le-feu définitif? Vous savez, même, on va dire, l'effort de guerre mené par Israël est terriblement très, très élevé. Le coût financier, vous savez, ce sont des milliards, en fait, qui sont dépensés ou qui ont été dépensés depuis le 7 octobre. On peut se poser la question sur la manière avec laquelle aujourd'hui, quand on voit le président M. Biden s'exprimer, parce qu'il a vu d'abord la pression de la rue aux États-Unis dans les principales villes, et deuxièmement, les élections américaines de novembre 2024, il a perdu énormément en termes de cote populaire, et certainement ses conseillers lui ont dit que probablement il faut absolument qu'il faille changer de discours par rapport à la question palestinienne. Parce que là, la question palestinienne a du poids. Donc, j'ai évoqué la question de l'impact financier de la guerre. Deuxièmement, le recentrage, on va dire, américain sur le plan, je dirais, tactique, voire même stratégique. Et par ailleurs aussi, la gestion, même sur le plan logistique de cette guerre menée à partir du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, le poids psychologique, la peur créée, les imbroglios, etc., font qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait, à mon sens, activation de ce consensus qui a été convenu non seulement au niveau des réunions précédentes de la Ligue des États arabes, plus l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, mais également l'intervention de pas mal de puissances internationales, notamment les États-Unis, plus la médiation des pays proches sur le plan du voisinage, l'Égypte, vous avez parlé du Qatar, mais également de la Jordanie, pour pousser les choses vers une sortie de cette situation qui est devenue véritablement, je l'ai dit tout à l'heure, intenable. Et cette trêve humanitaire de 4 jours avait laissé l'espoir précisément de la prolonger parce qu'il n'y a pas de plus fort aujourd'hui sur le plan des relations internationales quand on voit les accolades, les familles qui se retrouvent, qui se rejoignent, les enfants qui sont libérés. Je crois que cela est plus fort que la guerre, est plus fort
que n'importe quelle chose qui pourrait venir sombrir un horizon heureux, souhaité par tout le monde. En tout cas, c'est à voir. Alors, une dernière question, professeur. On rappelle que Gaza est sous blocus depuis une vingtaine d'années, hein, et on parle tout le temps de la nécessité de créer un État palestinien. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Selon vous, pensez-vous que le focus doit aussi être mis sur la levée de ce blocus-là? Naturellement, c'est Omar. C'est la plus grande prison au monde, à ciel ouvert, comme on le dit, de façon un peu sarcastique. Et hélas, ça va évidemment poser la question de la gestion intérieure sur le plan palestinien et la, comment dirais-je, répartition des attributions des compétences entre le Fatah, ou si vous voulez l'OLP, ou l'autorité palestinienne, et le Hamas par la suite. Ça va être la question la plus épineuse sur le plan politique à mon sens. L'Égypte de côté, mais aujourd'hui, il est clair que si accord il y a, il devrait aussi concerner cette question du blocus. On ne peut pas toujours tolérer que les gens vivent grâce à des tunnels qui ont été creusés pour acheminer les vivres, etc. Il faut débloquer la situation. Évidemment, il faut penser sur le long terme. Ça va également poser des questions sur les liens territoriaux entre la bande de Gaza et Israël, la question de la sécurité, le contrôle, parce qu'il y a des travailleurs palestiniens, les salariés, etc. Ce sont des modalités techniques, mais dès qu'on se met d'accord sur les principes essentiels, après les modalités techniques sont négociables avec un esprit ouvert et un esprit prospectif. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Zakaria Aboudahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est Omar. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.